Et je suis, mais vraiment, et je le dis avec un grand plaisir, mais heureux d'être ici. Heureux d'être ici, rien que par ce tour de table. Rien qu'à vous écouter dans ce que vous avez envie de savoir, dans vos curiosités, dans votre curiosité. Et je suis pressé, en effet, de pouvoir partager des choses pratiques. Théorique, c'est bien, mais c'est surtout pratique. Je pense que c'est ça qui est important. Et donc, je serais ravi, en effet, je vais faire au mieux. Hein, donc, voilà. Mais voilà. En tout cas, un grand merci, je trouve déjà, à tous ceux qui sont ici, qui s'intéressent, soit de près, de loin, ou ce que l'on veut, à cette question-là. Parce que je pense qu'en effet, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Il y a encore beaucoup de choses à travailler, à réfléchir, à penser, à ouvrir. Et les champs des possibles sont grands. Voilà. Mais je vais me taire. Mais voilà, je devais juste compléter un peu votre présentation dans la mesure où donc j'ai en effet travaillé, donc je suis psy pour enfants et adolescents, et donc j'ai travaillé pendant 25 ans en centre de planning, mais à l'heure actuelle, donc depuis le mois de janvier, je me consacre à de la recherche. Donc j'étais engagée par 2 cabinets différents pour faire de la recherche en éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et là aujourd'hui, mon travail de recherche se situe autour de la pornographie et de l'adolescence, et donc c'est assez intense, donc je suis plongée là-dedans à l'heure actuelle, mais l'année précédente, j'ai vraiment fait toute une recherche donc, sur les VRAS dans la Wallonie, parce que c'est vrai qu'à Bruxelles, il y a peut-être plus facilement des contacts qui peuvent se faire, des synergies. En Wallonie, c'est parfois plus complexe, et donc j'ai sillonné pendant un an les routes wallonne, notamment la province du Luxembourg aussi, pour voir ce qui se faisait un peu au niveau de l'Evras. Donc voilà, je suis ravie d'être là aujourd'hui également. J'arrive un peu je dirais pas en fin de parcours de la présentation du livre, mais c'est vrai qu'il est sorti donc en mai 2016 et que depuis, évidemment, j'ai été pas mal aussi sollicitée. Mais bon, voilà, je trouve ça toujours chouette parce que les publics sont variés. Et c'est aussi, comme tu le disais, des rencontres chaque fois diversifiées, dans la mesure où un livre peut avoir des tas de portes d'entrée différentes. C'est vrai que je suis plus spécialisée au niveau de la jeunesse, on va dire, mais malgré tout, la sexualité est vraiment un sujet aussi de société qui touche tout le monde, même comme parents, comme citoyens, et donc évoque beaucoup de questionnements et aussi de frilosité, il faut bien le dire encore aujourd'hui. Voilà, alors j'ai volontairement utilisé le titre dans les mots droits sexuels et reproductifs, dans la mesure où les droits sexuels et reproductifs, quand on se situe sur ce plan-là, ils font partie des droits humains. Et donc, par rapport à la sexualité, je trouvais que c'était important de recontextualiser ces droits sexuels et la sexualité dans quelque chose qui fait partie globalement des droits humains. Avec une volonté, bien entendu, d'une approche égalitaire, citoyenne et d'autodétermination. Ça, je vous expliquerai un peu au fil de notre rencontre. Donc, je vais vous expliquer en quelques mots un peu comment c'est élaboré ce désir, hein, parce que écrire un livre, c'est aussi, ça part d'un désir et de quelque chose qui était vraiment pour moi fondamental après avoir passé 25 ans en planning et me rendant compte aussi de l'évolution, hein, de la manière dont on aborde la sexualité, mais aussi la manière dont vivent les centres de planning aujourd'hui, qui est fondamentalement différent de ce que j'ai connu, évidemment, il y a 25 ans. Alors, c'était vraiment une volonté d'essayer de comprendre pourquoi ça avait évolué aussi, hein, quelles étaient un petit peu toutes les résistances au cours du temps, mais les résistances encore actuelles également, avec évidemment tout l'aspect du politique, parce qu'on parle beaucoup du corps et de la sexualité, mais c'est éminemment politique de parler de cette thématique-là, on le sent bien. On parlait tout à l'heure par rapport aux drogues, par rapport à la sexualité, c'est la même chose, il y a quelque chose qui fait que, il y a des entraves ou pas aussi sur le plan politique par rapport à certaines thématiques. Donc, au moment où s'est élaborée l'idée de ce livre, on était donc avec une actualité un peu particulière, donc c'était en 2014 quand s'est élaborée l'idée.
de devoir se retrouver devant l'ambassade d'Espagne à manifester pour le droit à l'avortement, hein, puisque c'était remis en cause là-bas. Et donc on s'est dit, on s'est retrouvé avec de nombreux anciens et anciennes à se dire comment on aurait pu imaginer se retrouver encore là à devoir manifester pour le droit à l'avortement en 2014 à l'époque. Et donc il y avait énormément de contestations aussi dans la rue en Espagne, mais pas qu'en Espagne. Il y avait évidemment tout le travers opposé avec des personnalités comme Marion Maréchal Le Pen, hein, qui parlait beaucoup des femmes comme des êtres un peu irresponsables, qu'il ne fallait pas réparer leurs erreurs. Et donc, voilà, toute cette actualité a dynamisé, je dirais, notre pensée, donc à Valérie et à moi-même. Valérie, donc, avec qui j'ai écrit le livre, est historienne. Et donc, elle avait cette volonté, elle mettait depuis pas mal d'années ses étudiants au travail sur ce que c'est le planning familial, son évolution sur le plan historique. Et donc, on a essayé donc de conjuguer, elle, son aspect plus théorique d'historienne, et moi, ma pratique de terrain, pour essayer de faire quelque chose ensemble. À l'époque aussi, et ce n'est pas qu'à l'époque d'ailleurs, régulièrement était encore mis en avant, et d'ailleurs vous les retrouvez encore aujourd'hui quand il y a des journées autour de l'avortement, hein, ce qu'ils appellent des marches pour la vie, comme si ceux qui évoquent le fait du droit à disposer de leur corps étaient contre la vie. Et donc il y a véritablement une confusion, hein, entre les choix personnels, et évidemment les aspects de menace sur la vie qui est évoqué très souvent par rapport aux anti-choix. Évidemment, des personnalités telles que Trump nous a aidés dans ce combat, hein, dans la mesure où vous avez suivi certainement l'actualité, et que, inévitablement, par rapport aux droits des femmes et au droit à disposer de leur corps, on ne peut pas dire que les États-Unis sont fort soutenants par rapport aux femmes donc, dans leur pays. Du côté donc Erdogan, bien entendu, la Turquie, etc., comme vous l'avez entendu, évidemment, il y a aussi une espèce de régression par rapport, donc c'est l'Europe, mais pas qu'en Europe, des États-Unis, hein, la Turquie, dans tout cet aspect de régression par rapport aux droits des femmes. Je vous laisse lire, je ne vais pas relire le PowerPoint. Alors, on s'est interrogé de ce qui se passait en Belgique. C'est à ce moment-là que est venu, et c'est là où c'est intéressant de voir à quel point on a remis en question donc, dans le fait que les plannings familiaux puissent distribuer la pilule du lendemain. Et on s'est interrogé dans le pourquoi. Alors, bien sûr, il y a souvent, et ça on le sent aujourd'hui, que l'aspect du médical, bon, évidemment, c'est aussi amené avec la ministre de Bloch, mais indépendamment de ça, on s'est rendu compte que l'aspect médical de la dangerosité était mis en avant pour que les plannings ne la distribuent plus. Alors, il y a des centres qui continuent à la distribuer, d'autres pas, mais on se rend compte que ce n'est pas anodin, en tout cas, qu'aujourd'hui, on remette en question certaines pratiques. Les plannings ont distribué cette pilule du lendemain depuis des années, et tout d'un coup, comme ça, il y a eu des mouvements, je dirais, qui sont dressés en disant « mais oui, c'est dangereux », et donc on revient à un discours un peu plus médical, mais qui cache quelque chose, à mon sens, en tout cas, de l'ordre plus moral. D'ailleurs, on trouve que souvent dans le traitement que la presse a par rapport à non seulement l'avortement, mais pas que, par rapport à certaines thématiques, on trouve qu'on est souvent dans des débats un peu pour ou contre, qui finalement n'aident pas véritablement le public à se faire son idée, et qu'en plus il y a des confusions entre ce que je disais tout à l'heure par rapport à ceux qui se définissent comme pro-life, hein, pour la vie, alors que finalement ils sont surtout anti-choix, et que donc nous aussi on est pour la vie, hein, quelque part, je veux dire, dans une conception complètement différente, qui est que dans cette idée d'autodétermination, hein, donc d'avoir la possibilité d'accompagner les gens
les personnes dans leur propre choix, que ce soit par rapport à l'avortement, par rapport à la sexualité, par rapport à l'euthanasie, et dans des thématiques comme ça où finalement on remet beaucoup de choses de l'ordre ou du médical ou de l'ordre moral pour empêcher cette possibilité de choix. Alors, tout ça n'est pas neuf, évidemment, hein, c'est un peu le propos du livre, de tracer, je dirais, toute l'histoire de la sexualité, mais d'en faire quand même quelque chose qui peut avoir des répercussions encore aujourd'hui par rapport à cette évolution, on va dire, notamment dans le secteur des plannings, qui était un secteur au départ très très militant, avec un fonctionnement d'ailleurs d'autogestion, et qui est devenu petit à petit plus un lieu, je dirais, managé, hein, du management du social qu'on voit beaucoup à l'heure actuelle, et où finalement l'aspect plus militant, l'aspect plus d'engagement est un peu en panne à certains moments. Pas partout et pas chez tout le monde, bien entendu, mais c'est d'une manière plus globale. On s'est souvent interrogé dans comment transmettre cette histoire, hein, et donc pour ne pas, par rapport parfois à des jeunes collègues, l'impression qu'on parle un peu comme des vieux 68ards avec une liberté au niveau de la sexualité, et comme si maintenant il fallait remettre de l'ordre. Et donc on le sent très très fort dans cette nouvelle manière de penser les structures, que ce soit par rapport au planning, mais par rapport à d'autres structures également, globales au niveau social de santé, à quel point cette transmission, on se dit qu'il y a parfois une faille dans la transmission entre différentes générations, et donc comment arriver à transmettre l'histoire. Nous avons découvert que le monde culturel et artistique, en fait, avait une place intéressante à jouer au niveau, justement, de différentes générations. Nous avons eu l'occasion en deux ans de temps de voir énormément de spectacles autour de la sexualité, autour de la place des femmes. Et on trouvait ça intéressant aussi parce que justement, ça peut être un support tant avec des jeunes qu'avec des moins jeunes, et de susciter des débats. Donc on a eu l'occasion, que ce soit la théorie du Y, miso, X, donc tous ces thèmes un peu difficiles parfois abordés dans certaines situations, hein, que ce soit la bisexualité, la prostitution, enfin des thématiques comme ça un peu, je dirais, touchy, comme on dit. La place aussi des femmes, hein, qui sont quand même encore globalement absentes dans l'enseignement, quand on voit au niveau des cours d'histoire, l'histoire des femmes, etc., est très peu enseignée en humanité. Et donc on se dit qu'il y a vraiment quelque chose aussi à faire au niveau de cette transmission via peut-être des supports plus faciles d'accès. C'est un spectacle, une mise en scène aussi très intéressante sur justement qu'est-ce qu'une femme peut dire par rapport à son corps. Mais si vous voyez, je veux dire, toutes les couvertures au niveau culturel, il y a énormément de choses qui se mettent en place. Hein, les chatouilles qui abordent l'aspect de l'inceste, le volcan qui a abordé l'aspect de la place l'histoire du clitoris, des choses quand même qui étaient relativement tabous jusqu'à peu. Red Chose qui parle de tout l'aspect de l'identité, de la construction identitaire des individus. Et donc Salope, qui est une exposition qui a été mise en place par une prof de linguistique à l'ULB, qui montre à quel point on peut aborder des thématiques parfois un peu complexes d'une manière aussi ludique et voilà, rebondissante avec des participants. Il y a eu cette merveilleuse pièce aussi, Nous sommes les petites filles des sorcières, que vous n'avez pas pu brûler, donc une pièce évidemment à une composante féministe, mais aussi pour resituer les femmes dans l'histoire, hein, toutes ces femmes oubliées dont on ne parle jamais. Et voilà, un support, et comme Valérie disait d'ailleurs, bientôt, moi mon cours d'histoire ne va plus servir à rien parce qu'on pourra faire du théâtre, et ce sera certainement peut-être plus interactif pour des adolescents de voir une pièce que de suivre un cours d'histoire. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, hein, le titre du bouquin « Jouissez sans entrave », on a mis volontairement un point d'interrogation, hein, puisqu'on est né vraiment de toute cette histoire, de tout ce mouvement de la fin des années 60, où la sexualité a pu vraiment prendre une place, on va dire, plus évidente sur la place publique, on va dire ça comme ça, avec toute cette composante très subversive qu'il y a eu à l'époque. Et ce sentiment qu'on a eu, on va, parce qu'on a été subsidié, reconnu, et évidemment
loin de moi l'idée de dire que c'est pas bien d'avoir été reconnu comme structure, mais on s'est questionné par rapport à cette perte peut-être de militantisme une fois que les acquis sont là et on se dit voilà. C'est vrai que parfois quand je parle avec beaucoup de jeunes, certains me disent mais de toute façon madame tout ça est acquis, il n'y a plus rien à faire et il n'y a pas nécessairement cette crainte que nous avons parfois d'une régression au niveau des droits. Et donc c'est pour ça qu'on évoque ce fait de dire tiens, est-ce que la subvention et tous ces subsides qu'on reçoit, est-ce que parfois ce n'est pas un empêcheur de penser dans le sens de vouloir continuer certains combats? Donc je vais brièvement, parce que je pense que vous êtes là aussi pour aborder tout l'aspect de la sexualité par rapport aux aînés, donc je vais passer très rapidement sur l'aspect plus historique, hein. Mais malgré tout, il y a quand même des points comme ça très importants dans l'histoire par rapport à tout ce qui concerne la législation au niveau de tous les combats qu'on a dû avoir au niveau de l'acquisition de la contraception et puis de l'avortement, quelque chose qui n'était pas évident d'emblée, et donc tout ce combat des femmes que probablement vous connaissez, puisque voilà, ça fait partie de l'histoire aussi, mais il y a certains points quand même qui sont... qui mettent bien avant cette nécessité de combat qui a eu lieu au cours du temps. Il y a eu évidemment toute ce tout à la mère qui était quand même très très présent, hein. Une femme avant tout c'est une mère quand même, elle est pensée comme mère, et donc cet espace des difficultés qu'il y a eu par rapport à la mise en place de la contraception est encore, et on le voit aujourd'hui encore à quel point par exemple, une femme qui ne veut pas d'enfant, j'ai eu l'occasion de faire des interventions là-dessus, sur le non-désir d'enfant, à quel point elle est encore fort stigmatisée. Une femme qui revendique sa non-maternité, à quel point c'est encore difficile malgré tout aujourd'hui, et comme si elle devait se justifier en tout cas par rapport à ce choix. Il y a eu bien sûr le rôle de la Seconde Guerre mondiale, où bien sûr il y a eu cette volonté de natalisation, bien entendu. Et puis petit à petit, l'aspect à l'épanouissement personnel a pris le dessus. Hein. Alors on peut le regretter par rapport à une société peut-être plus individualiste, mais en même temps aussi, petit à petit, les femmes ont pu quand même globalement faire des choix par rapport au contrôle des naissances, et y compris, comme je le disais, de ne pas avoir d'enfants. Une personnalité importante qui a joué et qui a été évidemment fort critiquée, c'est Margaret Sanger, hein, c'est elle la première aux États-Unis qui a revendiqué cette idée de limiter les naissances et de donner de l'information au public. La voici. Elle a eu l'occasion de rencontrer le fameux docteur Pincus, donc, qui est à l'origine de la pilule. Donc il y a évidemment eu toute une réflexion. Vous voyez, là on est dans les années 50, et puis évidemment la commercialisation de la pilule début des années 60, cette fameuse pilule qui était présentée comme ça à l'époque. La naissance du mouvement de ce qu'ils appelaient à l'époque la maternité heureuse, et comme vous voyez sur la photo, la femme qui est là porte une croix, donc il ne s'agissait pas du tout de se dire on ne veut pas d'enfants, mais bien sûr de limiter les naissances, hein. Il ne s'agissait pas de revendiquer bien sûr un droit personnel à cette limitation, mais plutôt du confort des familles, de ne pas avoir trop d'enfants. Donc c'était plus orienté vers ça. Le premier planning familial, hein, vous avez peut-être eu l'occasion de le voir. Si vous avez envie de connaître un peu l'ambiance d'un centre de planning, bon, c'est en France, mais c'est intéressant parce qu'on voit à quel point ça se passe d'une manière assez horizontale. Hein. On n'est pas du tout dans un management vraiment vertical. Là, c'est vraiment un système très autogestion, et je trouve que ce film met encore bien en avant la réalité de ce que c'était un planning à l'époque et de ce qu'il en reste encore un peu aujourd'hui dans certains centres, bien sûr, heureusement. Alors là, j'ai voulu lister un petit peu, donc tout ça se retrouve évidemment dans le bouquin, mais c'est un peu les périodes importantes qui amènent progressivement au droit à l'avortement en Belgique, mais qui a tardé, comme vous le savez, par rapport à la France, puisqu'il a fallu attendre les années 90. Ce qui est très drôle, c'est qu'à l'époque, avant
Sœur Sourire a fait une chanson sur la pilule. Je vous invite à l'écouter. Vous allez sur YouTube, c'est assez drôle. C'est aussi pour montrer que tout l'aspect du côté du monde chrétien, il y a eu évidemment tout un mouvement très progressiste aussi, hein, puisque la loi est passée aussi avec ce combat, je dirais, croisé des mouvements chrétiens progressistes qui ont été là et qui ont été présents pour arriver à la dépénalisation partielle, bien sûr, de l'avortement. Donc c'est tout ce mouvement, hein, un enfant si je veux, quand je veux. Suite à ça, il y a eu, bien entendu, un apport plus féministe, hein, puisque la médecine a quand même joué un rôle en même temps important et en même temps parfois stigmatisant aussi sur le corps des femmes, où les femmes ont eu beaucoup de difficultés à pouvoir, et d'ailleurs il y a tout ce mouvement aujourd'hui, dont je parlerai un peu plus tard, de revendication d'être dans un rapport beaucoup plus égalitaire avec son médecin, de pouvoir l'interroger, et aussi tout ce mouvement, si vous suivez un petit peu, des violences qui sont faites aux femmes via justement le rapport au médical et aux soins. Il y a tout un mouvement de contre les violences obstétricales qui est fait. C'est vrai que le discours de la médecine, et bon voilà, en même temps c'est important parce qu'on a besoin aussi de médecins qui s'engagent, mais en même temps, souvent, ils ont eu tendance, en tout cas, c'est moins le cas, et c'est certainement moins le cas dans des centres de planning, où ce rapport est plus en effet horizontal, mais un peu comme les experts du sexe. Et quand vous voyez tous les livres qui ont été écrits à ce sujet, c'est souvent encore des livres qui ont été écrits par des hommes, en tout cas à l'époque. C'est ce corps des femmes qui est, bon, évidemment Freud ne nous a pas aidés avec ce fameux continent noir, hein, une femme qui n'a pas véritablement droit à la sexualité, et on le voit encore aujourd'hui d'ailleurs dans certains magazines féminins, un peu comme si la sexualité des femmes était encore au service des hommes, bien plus que par rapport à leur corps à elles. Donc il y a toute une réflexion là actuelle qui je trouvais intéressante dans cette espèce de bien-être par rapport aux femmes, mais pour elles-mêmes et pas toujours en fonction de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, ce n'est pas que par rapport à la sexualité, ça qu'on voit, le care et la manière des soins apportés, c'est encore globalement les femmes qui assument cette fonction de care, de prise en charge de beaucoup de choses. Alors Kinsey, évidemment, c'est tout ce rapport d'analyse par rapport à la sexualité, qui est, donc, on est passé de cet aspect de l'ordre moral, hein, des églises vers ce discours donc très médicalisé de la sexualité. Et je vous invite, si vous êtes intéressé, à jeter un œil sur ces livres. C'est assez interpellant. Donc évidemment, tout ça est très normatif, hein, dans une sexualité où l'homme a une sexualité, on va dire, pénétrante, et la femme a une sexualité accueillante. C'est encore des choses qui sont encore véhiculées aujourd'hui dans quelque chose de très normé et très stéréotypé, et qui laisse peu de place aussi à autre chose, évidemment avec un modèle très hétérocentré, toujours d'actualité. Alors bien sûr, il y a eu tout le discours féministe qui a, bien entendu, y compris avec des hommes, hein, parce que le féminisme n'est pas qu'une affaire de femmes, hein, c'est aussi avec l'aide et le soutien évidemment d'hommes, où c'était important qu'ils soient là aussi pour mener parallèlement ce combat, qui a quand même remis profondément en cause toutes ces normes. Hein, je parlais d'hétéronormativité, mais pas que. Hein, tous ces rôles, toutes ces injonctions. Hein, je parlais de cette injonction de la maternité qui est mise là aux femmes très très vite, dès la plus tendre enfance. Hein. Je fais des supervisions en crèche et j'entends encore régulièrement des puéricultrices qui me disent, qui disent à des enfants « Ah, tu seras une bonne petite maman parce que tu joues avec telle poupée ou avec tel landau ». Et donc, on voit à quel point encore aujourd'hui ces idées et ces stéréotypes sont éminemment véhiculés, y compris au travers de professionnels qui sont dans le domaine de la petite enfance. Là, bien sûr, on va doucement vers cette revendication, et donc c'est tout l'aspect du combat par rapport à l'avortement.
la naissance du self-help, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est dans cette idée de lutter justement contre ce tout pouvoir au médical où les femmes s'approprient petit à petit leur santé, font des groupes entre elles, parlent de sexualité entre elles. Il y a une association ici en Belgique qui s'appelle Femmes et Santé et qui justement crée énormément de groupes de rencontres entre femmes pour qu'elles puissent aborder toutes ces questions autour de la sexualité, mais pas que, autour de leur vie affective, relationnelle et sexuelle. C'est une médecin qui en avait un peu assez de travailler dans des milieux hospitaliers très conventionnels, qui a mis ça sur pied. Et j'ai eu l'occasion de co-animer des groupes avec elle. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que quand on redonne la parole aux gens, on se rend compte à quel point le discours des professionnels est parfois en décalage avec le terrain et avec ce que disent les femmes. Et j'entends que beaucoup sont à l'écoute aussi de personnes, quel que soit le moment de leur vie, et qu'on ne redonne peut-être pas suffisamment encore la parole aux premiers et aux premières intéressées. C'est un groupe justement qui, c'est vraiment cette idée de s'approprier son corps, de connaître son corps, et c'est Rina Nissim qui, elle, a mis en place ce mouvement de self-help qui vraiment renaît aujourd'hui en Belgique, et il y a énormément de groupes de femmes qui est en train de voir le jour. Alors, je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que et on le voit aussi dans les animations qu'on fait avec les jeunes, à quel point, je parlais de stéréotypes, mais aussi à quel point on classe les gens dans quelque chose qui finalement est relativement binaire. Quand on parle de sexualité avec les jeunes, souvent ils nous disent « Oh oui, mais madame, celle-là, elle fait comme ça, c'est une salope », ou alors on oppose vraiment encore aujourd'hui, on va dire, la vierge et la salope, celle qui a des bonnes pratiques, celle qui n'en a pas. Et donc, le corps des femmes reste quand même encore imprégné de cette espèce de moralité, on va dire, qui est là omniprésente dans les comportements et les attitudes sexuelles. Donc ça, c'est le mouvement Femmes et Santé, donc une espèce de continuité avec le self-help et qui revoit le jour depuis une dizaine d'années ici en Belgique. Alors, au niveau de la transmission, donc, moi je parle beaucoup d'Evras évidemment, puisque je fais de l'éducation à la vie sexuelle depuis 25 ans dans les écoles, et donc c'est vrai que les portes d'entrée sont parfois interpellantes et sont parfois intéressantes à analyser, dans la mesure où souvent, qu'est-ce qui fait qu'on appelle un planning ou qu'on a demandé à intervenir dans des écoles? C'est souvent encore globalement une attitude de peur. Donc au départ, c'était plus parce que des filles se retrouvaient enceintes, et donc on appelait le planning en disant « Ah, vous voulez pas venir, il y a 2 filles enceintes dans l'école, etc. Venez faire des animations. » Ensuite, c'était le temps du sida. Donc j'ai fait énormément d'interventions dans les écoles au moment où le sida est arrivé, et c'était vraiment la porte d'entrée. Ensuite, il y a eu heureusement plus l'aspect, on va dire globalement, des revendications, et c'est né évidemment avec l'évolution de la société, mais plus en se disant, il y a quelque chose peut-être à mettre en place d'une manière beaucoup plus transversale, moins figée sur quelque chose qui ne va pas. Donc une approche de prévention beaucoup plus globale, où ce n'est pas uniquement parce que les filles sont enceintes ou parce qu'il y a des maladies, mais dans une volonté de mettre en place quelque chose, dès le départ, de l'éducation sexuelle et affective, dans vraiment, quelque chose où les jeunes peuvent parler, eux, de ce qu'ils vivent, et pas spécialement venir en tirant chaque fois une sonnette d'alarme parce qu'il y a du danger par rapport à des maladies, par rapport à des comportements particuliers. Et c'est pour ça que progressivement, j'ai eu cette idée de construire un peu l'Evras, un peu comme une éducation citoyenne. On m'a demandé dernièrement d'ailleurs par rapport à la possibilité d'inclure l'Evras dans les cours notamment de citoyenneté, etc. Alors, je ne dis pas que tout doit se faire là-dedans, mais en tout cas, il y a dans les thématiques aujourd'hui, quand on parle de harcèlement, de violence sexuelle, etc., certainement des ponts qui peuvent se faire et où les gens peuvent être tout à fait complémentaires. Je ne dis pas que tout le monde doit être spécialisé dans le domaine de la sexualité, mais il y a moyen d'aborder certaines thématiques, aussi bien quand on est prof de français d'ailleurs, en travaillant sur certains textes,
qu'en étant animateur et en pouvant aborder certaines thématiques. L'avantage étant que quand on vient de l'extérieur, parfois pour des jeunes c'est intéressant aussi parce qu'ils ne se trouvent pas avec leurs profs et que donc évidemment la parole se libère beaucoup plus facilement et qu'il n'y a pas l'aspect sanction à la clé. Donc c'est vrai que ça libère quand même globalement la parole. Ce que nous on met en avant en tout cas dans notre programme d'éducation à la vie affective et sexuelle, c'est évidemment l'égalité entre les sexes. Donc dès qu'il y a des choses qui sont évoquées à ce niveau-là, on essaye de déconstruire beaucoup avec les élèves. Bien sûr, sur base de toutes les thématiques, il y a éminemment toutes les luttes contre les violences et les discriminations liées à la sexualité, mais aussi à l'orientation sexuelle. Il y a encore énormément de propos homophobes dans les classes, par exemple, et donc on doit mettre ça tout le temps au travail. De cette liberté de choix, de cette autodétermination, un peu dans l'idée que, l'idée n'est pas d'avoir une norme aussi par rapport à il faut avoir une relation sexuelle à tel moment, à tel âge, il faut avoir telle pratique, non. C'est vraiment cette idée de choisir ce avec quoi on est bien soi et de ne pas se sentir obligé de, parce que ça c'est aussi quelque chose qui est quand même très symptomatique à l'adolescence, les pressions des pairs, du groupe. Toi tu n'as pas encore eu de relation sexuelle, tu es la dernière dans ta classe, madame, est-ce que c'est normal, pas normal, etc. Donc c'est vraiment toutes des réflexions qui sont intéressantes à mener. Et alors évidemment toutes les déconstructions des stéréotypes, ça c'est le boulot, je pense, le plus prégnant aujourd'hui. Il suffit de voir tout ce qui est véhiculé, je parlais du porno tout à l'heure, mais pas que dans le porno, dans la publicité, c'est assez incroyable, c'est un outil assez génial pour ça, parce qu'il suffit de prendre quelques magazines et de voir tout ce qu'on peut faire comme déconstruction en travaillant avec les jeunes, à quel point encore il y a à quel point c'est normé. Et quelques exemples où on voit encore, y compris une publicité du Forum qui met en avant l'avenir de la petite fille auxiliaire, devenez auxiliaire de ménage, à quel point encore ça existe aujourd'hui en 2017. En 2017, Enfin, 2017, c'était 2017, oui, 2017, oui, c'est ça, c'était début de cette année. Les publicités, il y a une étude qui a été faite, c'était assez passionnant, je vais prendre juste 2 minutes pour vous raconter ça. On a donné à des adolescents des photos, donc issues de publicités et issues de films porno. Eh bien, les 3/4, on ne savait pas distinguer à quel registre elles appartenaient, tellement dans les publicités, donc ça c'est des publicités, donc ça n'a rien, c'est pas issu évidemment d'un film porno, et bien à quel point parfois ça joue tellement sur la sexualité que les repères sont complètement perdus. Alors mon idée n'est pas du tout de diaboliser ici le porno, mais bien de le déconstruire avec les élèves pour qu'ils ne pensent pas que ça soit la réalité. Et donc c'est vraiment aussi tout l'aspect de l'éducation aux médias qui est intéressant de faire. Donc c'est pas du tout dans une volonté ici abolitionniste du porno, certainement pas. C'est eux qui viennent avec ça, donc on ne doit pas leur en parler d'ailleurs. C'est eux qui viennent avec sur leur portable en disant vous avez vu, madame. Et bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on est adulte, professionnel? Et donc c'est toute cette réflexion-là que je tente de mener aujourd'hui par rapport à cette thématique. Comme je l'évoquais, les cases, homo, bi, etc. T'es quoi? Cette idée de pouvoir arriver à se définir, mais ok, se définir, on sait bien qu'on n'a pas qu'une identité, que nos identités elles sont multiples, et donc que c'est intéressant de pouvoir aborder toutes ces thématiques avec les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. On est encore, on l'a vu aujourd'hui, c'est l'actualité quand vous voyez encore les magasins de jouets et tout ce qui est, à quel point c'est difficile de sortir quand on veut offrir des jeux de bricolage à une fille et des poupées aux garçons. Enfin, je ne dis pas qu'il faut le faire, je dis simplement à quel point c'est encore tellement normé. Alors, ce clitoris, ce cher inconnu, j'ai voulu lui donner une petite place dans ce PowerPoint parce que, je ne sais pas si vous savez, mais c'est assez récent qu'il se retrouve dans les livres et les manuels de sciences. C'est vraiment...
il y a une invisibilité totale par rapport au clitoris. Par contre, les élèves savent sans problème dessiner des pénis. Mais donc j'ai eu l'occasion de rencontrer un prof de sciences qui a fait l'expérience dans sa classe en 4e ou 5e secondaire et qui sur un dessin avait demandé aux élèves de représenter l'appareil génital masculin, féminin, etc. Et je crois qu'il y a 3 élèves sur 25 qui avaient évoqué le fait qu'il y avait un clitoris, y compris donc des filles qui étaient pour qui c'était complètement inconnu. Et donc il a eu cette opportunité de leur faire modeler des clitoris en classe. C'était une première expérience dans un atelier. Et donc ils ont dû terminer leur bricolage à la maison le soir. Et donc ils étaient fort intéressés d'avoir leurs échos le lendemain. Et finalement ils ont tous terminé ça seuls dans leur chambre en n'en parlant pas à leurs parents. Alors on se disait tiens, de quel côté se trouve parfois le tabou? Et donc c'était assez passionnant, et donc il a évoqué le fait que dans son cours de sciences, il allait en parler lors des réunions annuelles avec tous les profs de sciences à l'école pour que justement ça fasse son chemin au travers de l'enseignement. Alors aujourd'hui, que reste-t-il de nos amours, de tous ces combats? Il y a parfois, et c'est là où c'est complexe à l'heure actuelle, des choses beaucoup plus insidieuses qui sont en train de se passer. Je vous parlais de la pilule du lendemain, on ne sait pas très bien pourquoi on ne peut plus la donner. Mais il y a aussi des auteurs, et là on a eu l'occasion de lire son livre, où finalement il prône des choses qui sont parfois sous le couvert des aspects médicaux. On entend beaucoup ça, la pilule c'est pas bon, etc. Bon, bien sûr, je ne dis pas que les hormones c'est génial, etc. La seule chose, c'est que sous couvert de discours médical, on s'attaque finalement à l'ordre moral pour que les femmes ne prennent plus de contraception, reviennent aux anciennes bonnes méthodes, parce que quand même c'est meilleur pour leur corps. Et donc nous, on a intitulé ça un peu une forme de nouvelle cathosphère. Ils sont jeunes, diplômés, sexy, écolo, etc. Et ils mettent sur scène, on va dire, différents sites. Quand vous tapez aujourd'hui d'ailleurs IVG sur Google, vous tombez sur le site des survivants. Les survivants, c'est ceux qui existent parce qu'ils n'ont pas été avortés. Et donc vous comprenez après une deuxième lecture à quel point, ce sont tous des mouvements anti-choix qui sont là, qui sont présents notamment sur les réseaux sociaux et sur Google. Et à quel point c'est beaucoup plus insidieux dans la mesure où ce n'est pas un affrontement direct. C'est pas, ils ne se revendiquent pas contre l'avortement d'emblée, mais on remarque que c'est vraiment tout ce courant issu de la Manif pour tous en France, de Christine Boutin, et dans tous des mouvements comme ça très rétrogrades et très réac finalement au bout du compte. Alors, je vous évoquais tout à l'heure le fait de comment nous, on peut continuer à avancer là-dedans. Donc, j'évoquais cet aspect de nos angles morts à nous. Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons plus à être dans ce combat, ces défenses plus politiques, je dirais, à certains moments, un peu comme je l'évoquais, comme si tout avait été acquis et que donc, du coup, on n'avait plus besoin. On me dit souvent, oui, mais le féminisme, c'est bien en Iran, mais ici, ça n'a plus d'intérêt. Oui, ok, mais bon, voilà. Donc, c'est cette idée de comment continuer à pouvoir construire un discours. C'est même plus, je dirais, axé sur cet aspect moral. C'est pour ça que j'aime bien cette idée d'autodétermination dans la mesure où de pouvoir enfin faire ses propres choix et de ne pas se trouver en prise avec des professionnels qui essayent de vous guider vers quelque chose qu'ils pensent qui est bon pour eux. Et j'évoque souvent ça parce que je fais ce constat qu'il y a aujourd'hui encore une espèce de savoir, d'autorité comme ça qui est transmis. Je parlais des médecins, mais ce n'est pas que des médecins. Beaucoup de psys aussi sont là-dedans, dans quelque chose où, un peu comme si les gens devaient obligatoirement réfléchir longtemps, etc. Un peu quelque chose de l'ordre d'une forme de protection. On veut protéger les gens, de leur éviter de faire des mauvais choix.
Et donc, c'est bien plus que les inviter à une réflexion, c'est quelque chose où on essaye un peu de les guider. Hein. Il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui, à l'heure actuelle, comme ça, si vous voyez, de guides spirituels. Et donc, ça a un peu repris le dessus sur d'autres choses qui étaient plus, plus sur la place publique, hein, les églises, etc. Bon, voilà, là, on s'attend à un discours très clair et on sait bien que. Ici, c'est beaucoup plus déguisé, et donc je pense que la vigilance par rapport à ça, elle doit à certains moments être accrue, parce même nous qui sommes là-dedans, on s'est parfois laissé prendre et piéger dans des discours où on se dit ah, ça a l'air sympa, ouvert, etc. Surtout dans cette ère du bio, et bon, j'ai rien contre évidemment le bio, mais qui est déguisé sous d'autres formes, et où finalement... Et voilà, c'est empêcher les gens aussi, finalement, au bout du compte, de faire leur propre choix. Alors, bien sûr, c'est autour du planning là, je vais terminer là-dessus, c'est vraiment toutes des questions, mais qui, pour moi, sont des questions qui ne sont pas qu'en lien avec le milieu du planning, qui sont vraiment en lien avec toute association. Hein. Bon, je travaille tout le temps dans le secteur non marchand, donc c'est vrai que avant ça, c'était dans d'autres milieux, liés hospitaliers aussi, où j'ai eu l'occasion de travailler, mais donc, vraiment, il y a dans cet investissement, je dirais dans le secteur non marchand, dans ce secteur psychomédico-social, on se retrouve quand même aujourd'hui avec où l'aspect de la subvention est souvent mis en avant plus que le bien-être parfois des personnes. Un lieu de contrôle social, comme je le disais, hein, mais ça fait 3 fois que vous revenez pour une pilule du lendemain, mais c'est quand même pas très bon, etc. Et donc, dans quelque chose qui ferme des portes plus qu'il n'ouvre à la réflexion, je trouve qu'on est quand même encore aujourd'hui, ma réponse, la question est en point d'interrogation, mais quand même que globalement, hein, cette ère du contrôle du corps des femmes, elle a changé de profil, on va dire, mais hein, on est quand même toujours encore dans ce contrôle-là. Est-ce qu'on peut encore continuer à être dans des engagements, des combats aujourd'hui sur son lieu de travail, hein? On est fort dans des cases comme ça, on doit rentrer des comptes et on est fort dans des choses très délimitées. Le planning comme un lieu de partenariat, je trouve que c'est intéressant parce qu'on va beaucoup dans les écoles, mais je trouve qu'on a vraiment intérêt à décloisonner. De plus en plus, des écoles sont aussi partenaires d'une école citoyenne, d'une école où il y a des projets EVRAS réellement, et donc on peut mettre différents intervenants autour de la table, parce que je pense que chacun a une place, mais peut-être pas nécessairement au même endroit. Et donc quand j'entends parfois des jalousies, je dirais, entre différents représentants, hein, on parle des PMS, des plannings, des PSE, enfin il y a différentes structures comme ça, je pense que la mise en place de cellules est parfois intéressante, parce que les cellules, c'est vraiment, on met différents intervenants autour de la table et on dit, tiens, toi, où est ton champ d'action? Toi, où est ton champ d'action? Comment est-ce qu'on peut être à un moment donné complémentaire? Et donc, on a une spécificité à jouer, nous, ici, moi je parle en tant qu'ancienne actrice de planning, je pense qu'on a une spécificité que d'autres n'ont pas, mais c'est pas pour ça qu'on doit être nécessairement à toutes les places. Et il y en a qui revendiquent parfois un petit peu ça. Alors, est-ce que le féminisme a encore une place? Enfin voilà, c'est tout. Je vais vous laisser avec plein de questions, hein, de moralisation, de transmission. Parfois, j'ai le sentiment aussi que les lieux comme ça, qui étaient des lieux militants, ont été usurpés, c'est-à-dire qu'on transforme le lieu, l'objet social de ce que c'était, pour des petites convenances personnelles, hein. Par exemple, on veut travailler en planning parce que c'est sympa, on a l'air de dire oh, ça va être chouette, je vais m'amuser, je vais pouvoir faire plein de choses. Et puis l'aspect de l'engagement, on le met sur le côté. Oh, je dois m'engager, je dois aller un peu plus loin. Là, ça coince parfois à certains moments. Et donc, un lieu de tous les possibles, oui, mais qu'est-ce qu'on en fait soi finalement, hein, quel combat on a envie de mener là-dedans? Et donc ça, c'est chacun a sa part à mener là-dedans. En tout cas, il y a, je pense, encore une nécessité d'agir si on ne veut pas, on parle d'avancer, mais moi je dis, est-ce que ce ne serait pas intéressant de faire attention aussi et d'abord à ne pas régresser, et notamment, on a été à l'initiative quelques personnes de cette volonté de sortir l'avortement du code pénal, parce que bon, même si l'avortement est dépénalisé partiellement, il est quand même toujours encore dans le code pénal, et donc l'idée
et qu'au niveau politique, eh bien, ça puisse quand même sortir de ce code pénal pour en faire quelque chose de plutôt du côté de la santé, hein, et avec tous des aménagements possibles du côté des commissions santé au niveau du gouvernement, et plus au niveau de cet aspect toujours éthique qui est là. Voilà, je vous remercie pour votre... Merci. Merci. On aura l'occasion de rééchanger par la suite, comme prévu. Sans transition. Je vais changer. Oui, il y a quand même la transition de chaise, en fait. Je vais changer nos noms aussi, parce que comme on est filmé, si je m'appelle Fabienne Bloch, les gens vont trouver ça bizarre. Avoir un problème, trouble dans le genre D'identité ou de... Non, c'est parce que mon papa et ma maman regardent beaucoup de choses. Oui, mais j'en suis une consommation excessive. Je vais peut-être attendre juste une minute que chacun revienne. De tousser un peu. Voilà. Je vous avoue qu'aujourd'hui, mais je pense que je l'ai déjà dit maintes fois, c'est un fameux exercice pour moi, parce que à l'extérieur, je parais là, mais à l'intérieur, wow, je me sens, c'est l'effet des médicaments, mais en tout cas, j'essaie de soigner ma voix. J'espère pouvoir tenir au moins 35-40 minutes, puisque c'est le temps qu'on a, que je dispose. Pour moi, 30-35 minutes, c'est un exercice très compliqué. Très, très compliqué. Très compliqué parce que parler d'un sujet comme je vais le faire avec vous, quand la sexualité rime avec aînés, avec les seniors, avec les âgés, avec les sages, plein de noms qu'on peut leur donner, c'est compliqué parce que pour moi, c'est pas quelque chose c'est pas une formation, pas une formation sur c'est quoi être aîné, c'est quoi la sexualité chez les aînés. Pour moi, c'est quelque chose qui se partage, c'est quelque chose qui s'échange. Et donc, j'espère, en effet, tant avec madame, par rapport à sa thématique que la nôtre, et que par après, on va pouvoir échanger, partager nos réalités et, par rapport à cette question de sexualité qui rime avec elle. Alors, exercice qui est d'autant plus difficile que ce que je vais vous parler, ça veut dire le projet, donc tout ce travail-là date d'il y a maintenant 4-5 ans, où ma collègue, je vais mettre un peu comme ça si madame ne me voit pas, c'est pas grave. C'est un projet que je mène en binôme avec ma collègue Sophie Collomb, qui n'est vraiment pas bien. Je pense qu'on a vraiment beaucoup de points communs aujourd'hui. Mais avec lequel on a mis en place ce projet qui maintenant, je vous dis, date d'il y a 4-5 années maintenant. Comment ça a démarré? Je pense que c'est important que vous sachiez comment ça a démarré. Il y a 5 ans, donc on travaille tous deux dans un centre de planning familial où la plupart du temps, notre travail consiste en soit des consultations psychologiques, sexologiques, et aussi des animations, éducation, vie relationnelle, affective et sexuelle, principalement dans un public qui est un public jeune. Et un jour, on est appelé au centre de planning par un directeur de maison de repos qui dit « Écoutez, est-ce que vous ne pourriez pas, on aime bien souvent envoyer des équipes, cette idée, vous pouvez venir nous aider parce que là, on est perdu.
par rapport à des comportements de résidents qui nous mettent mal à l'aise. Certains se masturbent quand on rentre dans la chambre, ou alors on est rentré dans la chambre et on a vu monsieur et madame qui faisaient toutes sortes de choses incroyables. Ça nous inquiète, on a peur. Est-ce qu'ils ne risquent pas de tomber? Est-ce qu'ils va mal? Je vais vous raconter une petite anecdote. Mais parce que je parle beaucoup, donc je vais faire attention de ne pas trop partir sur les chemins de traverse. Mais du style, fréquemment, je suis rentré dans la chambre et j'ai vu madame et monsieur, madame de la chambre 36 avec monsieur de la chambre 48 faire des câlins. Et donc d'être très mal à l'aise avec ces questions-là. Est-ce que vous pourriez venir pour nous aider, nous sauver par rapport à ces questions? Vraiment, j'ai l'idée de nous sauver. Et donc on s'est dit, ok, dans nos formations, on a bien une formation par rapport, on a eu l'abord de la sexualité chez les aînés, on a repotassé un petit peu tout ça, mais on s'est surtout dit, on va aller au charbon, on va aller voir un peu comment ça se passe sur le terrain. Et là, c'était extraordinaire, parce qu'en effet, autour de cette thématique de la sexualité, mon Dieu, comme les soignants, je parle des soignants là. Alors, quand je parle de soignants, mais quand on donne une formation, on invite tout le monde. Ça veut dire qu'on dit tout le monde, ça passe de la dame à la cuisine, en passant par la dame qui nettoie les chambres, en passant par l'ergothérapeute, le médecin, le directeur et tous les professionnels concernés, parce que eux voient, perçoivent, entendent, vivent la sexualité, la part affective, relationnelle également. Et donc, on s'est rendu compte qu'ils avaient énormément de questions, qu'il y avait beaucoup de malaise par rapport à ces questions-là, qu'ils ne savaient pas toujours comment réagir. Est-ce qu'ils devaient faire bien, pas bien? Est-ce que c'était bien de faire ça? Tiens, quand je rentre dans la chambre, je veux faire la toilette, monsieur est en érection, je ne sais pas quoi faire. On m'a appris à l'école, ou ça j'ai appris encore hier, la pichenette, on fait un petit coup comme ça sur le blanc, et alors, hop, ça marche. Est-ce que vous pensez que c'est bien, pas bien? On m'a dit de jeter de l'éther, que ça faisait un effet, voilà. Est-ce que c'est vrai? Non, mais je ne blague pas, ce sont des réalités. Et donc, ou alors d'autres vont dire, moi je fais de l'humour, mais parfois c'est de l'humour qui est limite un peu sarcastique, ironique. Et donc, on ne sait pas comment réagir. Donc, on a fait une espèce de sensibilisation à qu'est-ce que c'est que la vie relationnelle, affective et sexuelle chez les aînés. Et donc, c'était très intéressant. On est revenu à la maison, on est revenu plutôt à la maison où on est revenu au planning en se disant, mais c'est très bien, c'est une demande qui nous a été faite, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à aller faire proposer cette même question, en tout cas cette même sensibilisation dans d'autres maisons de repos. Ce qu'on a fait, donc on a envoyé des courriers, des mails, et on s'est retrouvé avec plein de demandes. Ce qui était bien, à gérer, pas toujours, mais beaucoup de demandes, et en effet, à nouveau, avec énormément de questions de on ne sait pas comment faire, on est perdu, est-ce qu'on fait bien, mal, etc. Et donc on a commencé à partir dans le Namurois principalement, à voyager dans les maisons de repos. Ce qu'on a entendu souvent, c'est des professionnels nous dire, nous dans nos formations, on n'a pas eu beaucoup ça, la sexualité chez les aînés. Pas beaucoup. Et ça manque vraiment dans notre cursus. On va peut-être parler un peu dans la fameuse pyramide de Virginia Anderson, c'est ça, je pense. On nous a parlé un petit peu, mais très peu. Et donc on s'est dit, c'est très bien, on va aller dans les maisons, on va continuer dans les maisons de repos, mais on va surtout essayer d'aller au cœur de notre travail, ça veut dire dans les lieux de formation. Donc on a commencé à donner des formations pour les aides-soignants, aides familiales, et maintenant notre dans le réseau, on travaille beaucoup avec Enalux, l'école d'infirmières, où on donne maintenant une formation de 4 heures sur cette thématique-là, et où on échange, ce qui nous permet d'être vraiment au cœur, en tout cas, de cette sensibilisation avec des futurs professionnels. Vous dites sûrement, est-ce qu'ils ont arrêté là? Non, on n'a pas arrêté là. Avec qui est-ce qu'il, pour nous, il fallait travailler? C'est avec ce que j'adore le terme de M. Vigneron, qui est un directeur de maison de repos au Riez-et-Sales, je ne sais plus où exactement, un monsieur que j'aime beaucoup, qui disait, il ne parle pas de résidents, il ne parle pas de bénéficiaires, il parle d'habitants, les habitants dans les maisons de repos. J'adore ce terme. On habite, c'est son espace, c'est son lieu, c'est sa maison. Et on s'est dit, on va aller travailler avec eux. Et donc on a fait, avec ma collègue, on a voyagé de nouveau dans les maisons de repos, maisons de repos et de soins, pour faire des ateliers mémoire, où c'est quoi la vie amoureuse, d'un temps, d'avant, et aujourd'hui c'est quoi, les envies, les désirs, etc. Évidemment on ne le fait pas de manière brute de décoffrage, on le fait de manière posée, on amène les choses tout doucement. Et alors on s'est formé, ma collègue et moi, aussi au massage. Je vous rassure tout de suite, un massage classique, traditionnel, rien de tantra, rien de... Voilà, je ne m'enduis pas d'huile et je ne me frotte pas sur les gens, donc ça je ne fais pas encore.
Et donc on s'est formé au massage des mains, des bras, de la nuque, du visage, pour les personnes alitées ou les personnes en chaise roulante, pour approcher d'une autre manière toute cette question du toucher. Et autre qu'un toucher de soin, mais un toucher vraiment pour donner l'occasion à la fois d'apporter quelque chose, mais surtout, si vous avez un jour l'expérience ou l'occasion de le faire, quand vous approchez quelqu'un et que vous lui donnez du temps dans le regard, du temps dans les gestes, dans les mots aussi, vous libérez énormément aussi la parole. Et donc c'est juste impressionnant, juste incroyable de voir ce que des gens qu'on pourrait imaginer au départ, non, ils n'ont peut-être pas d'envie ou pas de désir, nous ont confié dans 15 minutes de massage des mains, juste des mains, où ils nous parlent de leur sexualité, de leur mari qui est décédé, mais aujourd'hui ils ont encore des envies, mais ils ne savent pas avec qui parce qu'ils sont quand même vachement cabossés, tous ceux qui sont dans les maisons de repos, c'est leurs mots à eux, ce ne sont pas mes mots. Et donc on s'est dit, en effet, il y a un travail. Donc on a travaillé à faire ça dans les maisons de repos aussi. On ne s'est pas arrêté là, évidemment, parce qu'il y a un dernier public pour nous qui était très important pour travailler, ce sont les familles de ces habitants, qui en effet censurent, parfois, pas toujours, censurent la sexualité ou la vie relationnelle de leurs proches, pour différentes raisons, par peur, par crainte, par peur de leur héritage qui risquerait de disparaître si maintenant papa se mettait avec une jeune. Quand je dis une jeune, ça peut être juste si elle a 10 ans, moi, elle est plus jeune que lui. Et donc il y a beaucoup de craintes qui font qu'on s'est dit comment le faire, pas avec une formation, ça peut être relatif. On a fait une pièce de théâtre d'une vingtaine de minutes que l'on va jouer dans les maisons de repos et on invite les familles à être présentes. Et donc là on questionne avec eux toute la place, la censure, les problématiques, les peurs, les craintes en tout cas, que les aînés, enfin plutôt que pas les aînés, mais que les parents peuvent avoir, les enfants peuvent avoir à l'égard de leurs parents. Et donc voilà, ça c'est notre travail, ça c'est du terrain. Notre travail est en grande partie un travail de terrain, un travail de rencontre, un travail de partage. Et alors moi ce que je vais faire avec vous, je vais essayer de le faire de manière succincte, mais c'est problématique parce que je vais vraiment le faire d'une manière un peu comme ça. Et moi j'aime beaucoup, je préférerais prendre énormément de temps à discuter avec vous et avoir vos échos. Mais je vais le faire, voilà, je vais me plier à l'exercice et je vais le faire de manière un petit peu plus scolaire. On va dire ça comme ça. Donc je vous ai fait un bon PowerPoint. Le PowerPoint, pour ceux qui n'aiment pas prendre note, moi je peux donner au Centre d'Action Laïque local un document qui reprend tout ce que je vais vous dire, voire même plus que ce que je vous dis. Donc, si vous voulez éviter juste être, ça peut être très bien. Donc, tout ça je peux vous le faire passer par vous et puis peut-être dispatcher avec les adresses internet de chacun. Je vais faire vite. Enfin non, vite. Définition de la sexualité. Avant de parler de la sexualité chez les aînés, il faut d'abord définir c'est quoi la sexualité. Alors, ça va être écrit tout petit, donc je vais juste une manière pour voir si vous avez une bonne vue. Donc si vous voyez, c'est très bien. Je vais le dire tout haut. La sexualité pour nous, pour Sophie et moi, c'est... donc on a trouvé 4 définitions qui nous plaisent bien. La première définition, c'est celle qu'on connaît tous. On connaît un être masculin, un être féminin. Comme hier, une jeune fille disait lors de la formation, c'est ses gestes, c'est pas les miens. Elle dit, ben oui, si on les emboîte ensemble, elle m'a fait bien rire parce qu'elle m'a dit, ce qui permet de gagner de la place en emboîtant les choses, permet de donner un troisième petit ou 3, 4 simple. Ça veut dire l'idée de la sexualité, ça sert à se reproduire. Une vision un petit peu simpliste, mais en effet, ça sert à ça. Heureusement, ne sert pas qu'à ça. Hein, c'est embêtant quand même. La sexualité, c'est aussi attaché, et c'est la deuxième définition, attachée à toute la notion de plaisir. La sexualité, c'est aussi du plaisir que l'on peut avoir, un plaisir érotique, et pas juste un objectif de se reproduire. La troisième définition revêt plutôt tous les aspects affectifs et émotionnels. La sexualité, c'est aussi la passion, les fantasmes, l'intimité, le toucher, le regard. Et pour nous, si on fait le travail dans les maisons de repos ou chez les aînés, ça passe aussi par ça. La vie relationnelle, affective et sexuelle, c'est évidemment la sexualité, parce qu'il se passe énormément de choses dans les maisons de repos. Moi j'adore, mais heureusement on ne sait pas tout, tant mieux. Hein. Tout le monde ne sait pas la sexualité de l'autre, et dans les maisons de repos c'est la même chose.
Mais il se passe plein de choses incroyables, mais vraiment. Et donc, il y a aussi, outre l'aspect sexuel, mais il y a aussi tout l'aspect caresse, regard, toucher, parole, les mots. Tout ça fait aussi partie de la sexualité. Et le dernier point qui est très important comme définition, c'est aussi la sexualité, c'est tous les aspects cognitifs et culturels. Quelles sont les mœurs, les représentations, les croyances, les valeurs et les symboles qu'on peut associer à la sexualité. Donc c'est très bien qu'en fonction des cultures, en fonction des personnes, si je vous demande ici à chacun, c'est quoi pour vous la sexualité, ben on aurait probablement des définitions très différentes en fonction de votre vécu, de votre histoire, de vos sources d'intérêt, etc. Parfois le soir, ça m'arrive, je m'embête. Ça m'arrive, rarement, mais ça m'arrive. Et un jour, j'ai pris le dictionnaire de la sexualité de Larousse, qui est très bien foutu. Et dans ce dictionnaire de la sexualité, il y a plein de mots en lien avec la sexualité. Donc je me suis amusé à en repérer plusieurs, je les ai colorés. Je vais en lire quelques-uns. Dans le dictionnaire de la sexualité, vous avez intimité, galanterie, stress, démon, midi, image de soi, handicap, jalousie, draguer, décolleté, coup de foudre, etc. Mais ça montre bien que la sexualité, et quand on parle de la sexualité chez les aînés, on ne va pas simplement voir un comportement de type on fait l'amour, pas juste on copule, hein, non, c'est pas juste cela. C'est ouvert à beaucoup plus d'autres choses. Et donc quand on parlera de sexualité chez les aînés, et quand on en parle chez les professionnels, futurs professionnels, avec les habitants et avec les familles, on en parle de manière très large. Dans le genre définition, ben voilà une qui pour nous est très très importante. C'est quoi la santé sexuelle? C'est quoi avoir une bonne santé? C'est pas valable que pour les aînés, c'est valable pour chacun d'entre nous. La santé sexuelle, ce n'est pas simplement le fait de ne pas avoir de maladie ou de dysfonctionnement ou d'infirmité. La santé sexuelle, c'est un bien-être physique, un bien-être émotionnel, mental et social. Si on réunit tous ces points-là, on est censé logiquement approcher la santé sexuelle, avoir une santé sexuelle qui est satisfaisante et positive. Mais, et c'est là que c'est très intéressant, pour ceux qui travaillent dans des structures avec des aînés ou dans les maisons de repos, la santé sexuelle requiert, ceci dit, plusieurs choses. Une approche, donc toujours pour l'OMS, une approche positive, respectueuse, avoir la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables, sûres, sans contrainte, sans discrimination et sans violence. Depuis 5 ans, quand on pose cette question, je pose la question aux soignants, est-ce que vous pensez que dans vos structures, les aînés répondent, ou en tout cas ont une santé sexuelle? 9 fois sur 10, ils lèvent la main et vous disent pas toujours, voire pas souvent pour différentes raisons. L'intimité n'est pas respectée, ils n'ont pas la possibilité d'être totalement libres, il y a des obligations médicales, etc. Il y a une santé qui fait que ça rend les choses plus complexe. Au niveau intimité, la chose la plus intéressante que j'ai entendue récemment, c'est un professionnel, un médecin, qui a calculé le nombre de passages dans une chambre d'un résident. C'est 50, plus ou moins 50 passages. Il disait, imaginez que vous êtes chez vous avec votre partenaire et que vous ayez des amis qui viennent 50 fois chez vous. Et vous avez prévu de faire l'amour avec votre partenaire, et vous dites, ça va être compliqué, entre la belle-mère qui vient, le père, la mère, etc., ça rend les choses compliquées. Mais dans une maison de repos, devoir prévoir une sexualité ou sa sexualité et donner une place, sachant qu'il y a du passage, ou sachant qu'il y a des organisations particulières liées aux maisons de repos, ça rend parfois les choses plus compliquées. Ça, c'est simplement pour vous dire qu'il existe évidemment des textes de loi, des chartes européennes, arrêtés, décrets, règlements, qui prévoient le principe du respect de la dignité humaine, qui implique entre autres, pour chaque résident, le droit à sa vie privée, à la vie affective et le droit à une vie sexuelle entre adultes consentants. Il y a des maisons de repos qui, évidemment, ont une charte et qui s'engagent à dire, pour nous, il est important qu'il y ait ce respect, ce droit à cette vie affective et sexuelle. Mais vrai ou faux? De nouveau, je vais être très frustré parce qu'habituellement je vous donne la parole. On pose souvent cette question, plusieurs phrases comme ça du style « Pouvons-nous facilement imaginer 2 personnes âgées faire l'amour ?» Il y a un mot qui dérange dans cette phrase souvent, c'est le « facilement ». Si avant la phrase c'était « Nous pouvons imaginer 2 personnes âgées faire l'amour », facilement, pas toujours. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un mot très savant qui dit le trou représentationnel, qui est une manière déguisée de dire le trou représentationnel, c'est nous avons parfois difficile d'imaginer que
les générations plus jeunes ou plus âgées que nous, on se représente très difficilement faire l'amour. Ceux qui sont parents imaginent très difficilement leurs enfants faire l'amour. Et vos enfants, quand on les a en animation et qu'on parle de la sexualité, ils ne vous imaginent pas du tout faire l'amour. Vous avez fait l'amour une fois pour les avoir. Mais et donc, c'est parfois très difficile d'imaginer en effet que des aînés puissent faire l'amour, alors qu'on imagine évidemment, vous le verrez tout à l'heure, vous allez être surpris au niveau des statistiques, que c'est en effet une réalité. Une des très rares publicités que j'ai tirées d'un beau livre de déco qu'on retrouve chez les médecins, vous savez, voilà, style où personne n'aura jamais ce feu ouvert là, mais bon, soit il y a des belles revues. Et d'ailleurs, je suis tombé sur cette. J'ai demandé au médecin si je pouvais faire une photo. Enfin, je lui ai demandé si j'ai pu prendre la page, arracher la page. Et bien voilà le genre d'image très intéressante aussi, de par le titre, je vous le traduis, Bring Back, enfin on s'en fout de l'anglais, ramener du feu dans votre vie. Alors très intéressant parce qu'on a mis le couple pour moi, pour ceux qui connaissent Amour, gloire et beauté, qui ne connaissent pas Amour, gloire et beauté, la coupe de cheveux de monsieur, le grain de peau de madame, voilà, il y a quelque chose de très beau, de très propre, de très policé. Mettez Georges et Ginette avec un fond, avec une cuisine, avec une vaisselle parfaite et un carrelage blanc style boucherie, eh bien on n'aurait peut-être pas nécessairement la même image. Donc il y a une image en tout cas qui est véhiculée ici de la sexualité ou chez les aînés qui est très propre et très belle. Et ça c'est une étudiante hier qui m'y a fait penser. C'est très intéressant cette phrase. Remettre du feu dans votre vie. Est-ce que ça voudrait dire que jusqu'à un certain âge vous y avez mis le feu? Sans jeu de mots avec notre ami Johnny. Vous avez allumé le feu tout un moment dans votre vie, et puis à un moment vous avez fait une pause, et puis à un moment vous dites oh, ce serait peut-être bien de remettre une bûche. Eh bien, est-ce que c'est ça que cela veut dire? En tout cas, c'est quand même très intéressant. Une autre phrase très intéressante, c'est la vie relationnelle, affective et sexuelle des personnes âgées n'est pas indispensable à l'épanouissement de celle-ci. 99,9% des gens disent ben nous on n'est pas d'accord. Bien sûr que c'est indispensable. Pas toujours tous les points. Certains diront la sexualité, pas toujours. Certains ne souhaitent plus s'investir dans la sexualité. C'est un choix. Voilà. Quelqu'un me disait hier, être asexuel et se dire moi je n'ai pas envie de sexualité fait aussi partie d'une forme de choix et de sexualité aussi. Par contre, mon côté psy évidemment qui me fait dire que, ceci dit, la vie relationnelle affective, être en relation, en lien avec l'autre, être dans un pôle affectif, ça me semble quand même quelque chose qui est important et qui nous, en tout cas, et qui permet à chacun d'être d'une certaine manière épanoui. Comment ça s'explique des préjugés? Ça s'explique par des choses toutes simples. Si on estime que la sexualité, ça sert juste à se reproduire, évidemment qu'à partir d'un certain âge, on dit, comme les aînés ne se reproduisent plus, ça sert qu'ils fassent encore l'amour. C'est pas moi qui le pense, hein. C'est en termes de ce qu'il peut, sinon vous allez me lyncher dans 2 minutes. C'est dans certaines représentations. Ça, c'est un élément, pour reprendre un mot que j'ai adoré d'un intervenant, je ne sais plus, Monsieur Neil, comment s'appelait ce masseur qui est venu présenter quand on est allé à Alain Jaurès. Ceux qui ont déjà eu ce type est extraordinaire. Voilà, je trouve, il a une manière de parler extraordinaire et il utilisait un terme très beau. Il parlait de la jeunesse puante. J'ai adoré ce terme. Ça ne veut pas dire que les jeunes sont puants, c'est pas ça que ça veut dire. C'est le concept de jeunisme où on valorise les jeunes à tout niveau en disant les jeunes ont droit à une sexualité. La sexualité chez les jeunes, les aînés, on en parle moins. Et moi, je trouve ça dommage parce qu'en effet, il y a beaucoup de choses à dire. Et quand on associe la sexualité à la jeunesse, évidemment, ça peut poser à un moment souci. Parce que ça veut dire que ça disqualifie toute une partie de la population du droit à la sexualité, d'une sexualité libre. L'impact de notre culture, évidemment, peut jouer aussi, je ne vais pas trop développer, le fait dans les représentations, on désengage les aînés de l'aspect économique. Comme ils ne sont plus utiles économiquement et sexuellement, franchement, est-ce qu'ils sont encore utiles aussi? De nouveau, j'insiste, c'est pas moi qui le pense, ça peut être une représentation qu'on peut avoir. Et puis, cette idée que les préjugés peuvent être expliqués aussi par les tabous, les tabous par rapport à la sexualité. C'est d'ailleurs magnifique parce que quand vous regardez, un jour j'ai cherché, parce que parfois j'introduis les colloques ou les conférences avec un peu d'humour, et bien quand vous prenez, vous essayez de trouver des blagues sur la sexualité chez les aînés, vous tombez tout de suite dans le truc
peu lourdin, quoi, voilà, qui n'est pas très respectueux, etc. Et ça montre très bien que c'est encore un sujet dans lequel, parfois, avec de l'humour mal placé, on arrive à faire passer des choses, mais bon, pas toujours de manière très judicieuse. Alors, je vais essayer aussi d'être rapide par rapport à ça. La sexualité chez les aînés, c'est aussi quelque chose qui évolue comme tout, de manière normale et pas anormale. Quand un patient vient dans mon bureau et me dit un jour « Monsieur Claude, moi ce que je voudrais, je viens vous voir avec une pointe sur le doigt comme ça, il me regarde et il me dit « Moi ce que je veux avoir votre sexualité à vous. » Waouh! J'avais à l'époque 40 ans. Et il me dit ça comme ça, il en avait 82, et je lui dis « Je ne sais pas vous aider. » Je sais pas. On m'a dit que vous étiez bien et tout ça, probablement. Mais par rapport à ça, je ne sais pas. Parce que votre sexualité à 82 ans ne peut jamais, ne sera pas ma sexualité d'aujourd'hui. Et ma sexualité à 40 ans n'est pas celle que j'avais à 18 ans. Elle s'est adaptée, elle a évolué, elle a changé. Et donc, on peut réfléchir avec vous à des petites choses qui peuvent permettre d'améliorer, d'adapter, mais en tout cas faire de vous un espèce de super-héros avec une trique d'enfer, non, c'est quelque chose qui va être probablement difficile. Bon, pour mesdames, après rassurez-vous messieurs, il y a une part pour nous aussi, l'évolution normale de la sexualité chez la personne âgée et chez la femme, ça passe par des choses pas toujours très gaies. Je vais les passer rapidement. Le fait qu'il y a une diminution de la lubrification, on lubrifie moins, une question hormonale, principalement à partir de la ménopause, mais je ne vais pas rentrer dans le débat. La sexualité demande beaucoup plus de stimulation qu'avant. D'un point de vue physique, la dilatation du vagin est limitée, ce qui rend parfois les relations sexuelles à un âge avancé plus compliquées. L'orgasme est plus long à atteindre et plus court dans le temps. Sécheresse vaginale, ça fait partie en effet de la difficulté de lubrification. Le vagin qui perd en longueur et en élasticité peut occasionner des douleurs. Il y a 12 pages, hein. Vous avez le temps? Non, les grandes lèvres et les petites lèvres s'amincissent, au niveau physique, au niveau corporel, il y a un changement aussi qui peut avoir un impact aussi psychologique pour certains. Le clitoris, on en a parlé tout à l'heure, et j'ai trouvé très chouette que vous montriez enfin une vraie image du clitoris, hein, parce que quand je demande dans les classes c'est quoi un clitoris, vous savez ce qu'ils me répondent? Monsieur, c'est comme une sonnette. On n'a pas la même sonnette, il y a récemment, j'ai vu sur internet, on a véhiculé, depuis les imprimantes en 3 dimensions, on a créé ce modèle qui donne vraiment une image du clitoris qui n'est pas limité à juste... C'est ça qui est incroyable, hein, c'est que nous les hommes, on nous montre notre pénis, voilà, comme un truc imposant, soit. Le clitoris, on monte un petit point comme ça, alors qu'en soi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe qu'on imagine. Mais voilà, à l'atrophie du clitoris, il diminue, il s'atrophie, et donc il perd parfois en termes de ressenti aussi. Moins gai, l'incontinence, la sensibilité moindre au toucher, la perte musculaire, les douleurs plus fréquentes lors des rapports sexuels, la diminution de l'excitation, désolé. La diminution de l'élasticité et fermeté de la peau, et le dernier, c'est toujours le plus chouette pour finir, l'augmentation de la masse graisseuse. Mais comme me disait une jeune femme hier, mais ça c'est à tout âge, monsieur Claude, oui, mais c'est vrai qu'avec l'âge vieillissant, voilà, ce sont des facteurs qu'on peut retrouver. Ça veut dire que voilà l'évolution normale qu'il est bon de connaître, de savoir. Il existe des solutions, des manières d'adapter les choses, mais si vous ne voyez pas, c'est monsieur qui dit crie plus fort, je ne t'entends pas. Ça montre bien que tous les sens sont touchés. Chez les hommes, ça va rassurer les dames, moins les hommes. Chez l'homme, rassurer les femmes, c'est parce que parfois les femmes se disent quoi, les hommes, ils n'ont rien. Si, ils ont des érections qui sont moins fermes, moins dures. Ils ont une érection qui sont des érections plus courtes. Je rassure les hommes, l'érection plus courte, le pénis ne va pas nécessairement raccourcir, d'accord, mais l'érection va être plus courte en temps, il va falloir aller plus vite en moins de temps. Les éjaculations sont plus tardives, moins abondantes. Il y a évidemment des troubles vasculaires associés qui peuvent occasionner des problèmes d'érection. Le besoin d'éjaculer n'est pas le plus important, mais l'aspect relationnel l'emporte plus que tout. Les érections nécessitent plus de stimulation, très intéressant par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Chez les femmes, il faut plus de stimulation, chez l'homme aussi. Si on combine les choses, chacun peut... C'est très à la mode le win-win aujourd'hui. L'augmentation de la période réfractaire. J'avais dit que je ne le ferais pas, mais je fais toujours une petite blague là-dessus que j'adore. Vous voyez ce que c'est la période réfractaire?
C'est un beau mot pour dire quand j'ai fait l'amour et que j'ai envie de recommencer une deuxième fois, c'est le temps qu'il y a entre le moment où j'ai terminé et le moment où j'ai envie de recommencer. Moment que j'appelle moi la période frigo. La période frigo, c'est que vous avez fait l'amour avec votre partenaire et puis à un moment, souvent c'est l'homme qui se lève et qui dit bon, je vais boire un coup. Je vais aller manger un truc. Il va au frigo et puis il revient, il passe parfois par les toilettes et puis après il revient dans le lit. Au moment où il se met dans le lit, sa femme le regarde et dit t'as pas envie qu'on recommence? Oh oui, chou. Hop, et on recommence. La période réfractaire, c'est pour les hommes. La période réfractaire chez les femmes, souvent il n'y en a pas. D'ailleurs, quand l'homme a fait l'amour et qu'il a joui, sa femme elle le regarde et elle a un air amoureux, elle dit oh j'ai encore envie de chou. Et alors il dit oh mais moi je peux plus, c'est pas possible. Alors il va au frigo et après ça va, il recharge les batteries, on va appeler ça comme ça. Voilà, et la période réfractaire, j'adore de faire cette petite note d'humour parce qu'un jour, il y a une étudiante qui nous dit moi je sais pourquoi la période réfractaire chez les hommes, elle est beaucoup plus, chez les hommes âgés, est plus courte. Alors moi je m'attendais à une info incroyable et je lui demande dites-moi pourquoi est-ce que la période réfractaire est plus courte? Parce que le frigo est à côté du lit. Non, justement, parce qu'ils font plus de temps pour arriver jusqu'au frigo et revenir au lit. Et ben voilà, donc c'est vrai. Donc c'est pas qu'il est près du lit, c'est justement qu'il est toujours au même endroit, mais qu'il faut beaucoup plus de temps pour y arriver. L'incontinence, évidemment, on en a parlé chez les femmes, la perte musculaire, la diminution des styles des peaux, l'augmentation de la masse graisseuse, fait partie évidemment aussi de tous ces changements aussi qu'il faut faire. Arrête de fantasmer, Emmanuel. Je sais très bien que c'est à Cannes, mais voilà le genre de petites notes humoristiques que l'on peut retrouver sur Internet. Il y a des évolutions psy, évidemment, et des évolutions sociales qui font qu'à l'âge vieillissant, ça influence notre sexualité, ça influence l'image, l'apparence que l'on a. Georges Clooney a beaucoup moins de mal avec ça, parce qu'un homme vieillissant qui est grisonnant, je ne dis pas parce que j'ai les cheveux gris, mais un homme vieillissant qui a des rides, à la limite, on va trouver ça cool, on va trouver ça bien. Quel bel homme, ce Georges. Voilà. Des femmes grisonnantes, ou alors c'est de très belles femmes grisonnantes, comme dans Ariel. Et ces femmes avec des longs cheveux gris, partout gris, il n'y en a pas un qui a une autre couleur, c'est tout gris, voilà, tout beau. Mais souvent, l'image, les femmes qui ont des rides, c'est pas nécessairement apprécié dans les publicités. On vous vend 1000 choses qui marchent généralement. Pas toujours, mais on vous les vend quand même. Et donc l'image, la manière dont on évolue, dont notre corps évolue, peut évidemment influencer aussi la manière dont on se sent psychologiquement et donc peut impacter évidemment sur notre sexualité. La sensation de ne plus être désirable, tiens, à 20 ans, je prends toujours cet exemple, à 20 ans j'avais mes courses, je sors du magasin, je sors de chez Lidl, j'ai mes 2 courses, j'ai 20 ans, je veux monter dans ma voiture et là il y a un jeune homme qui vient et qui dit « Vous voulez que je vous aide, mademoiselle ?» « Oh oui, ça serait vraiment gentil. » Il ouvre le coin et dit « Merci beaucoup, bonne journée, vous aussi. » Voilà. « Oh, je me sens désirable, je me sens désiré. » Un collègue dirait « J'ai 50 ans ou j'ai 60 ans, j'ai toujours les mêmes courses, je sors de chez Lidl, je suis toujours sur le parking. » Et là, à part un petit scout qui me tend la main en me disant « Une petite pièce pour les scouts, oui, je vais vous aider pour les... » Ben voilà. Et encore, parfois, vous n'avez même pas un scout, vous êtes tout seul avec vos sacs. Tiens, me sentirais-je différent? Serais-je moins désirable? Et donc tout ça, évidemment, peut aussi avoir un impact. Le fait d'avoir une image de soi altérée, le fait de ne plus vivre en couple, le fait d'avoir une estime de soi, une confiance en soi qui est diminuée, le fait d'avoir une perte d'autonomie, principalement financière, peut aussi avoir un impact tant psychologique et donc avoir un impact aussi sur la sexualité. Le fait de se lasser, je ne suis pas occupé de dire qu'on se lasse tous à un moment ou à un autre de nos partenaires. Mais dans les consultations sexologiques, qu'est-ce qui maintient les couples? C'est surtout la créativité, l'inventivité des couples. Et donc, c'est justement de ne pas tomber dans quelque chose où on se lasse. Mais c'est sûr que la lassitude sexuelle peut impacter. Là-dessus, j'ai mis 3 petits points, parce que vous imaginez qu'il y a d'autres choses. Ça, je passe très très vite. Ça, ce sont tous les accidents corporels, la prise de médicaments ou les prises d'antidépresseurs, etc., ou les interventions chirurgicales et autres, qui peuvent évidemment, à un âge avancé, avoir un impact. Le fait d'avoir des problèmes de tabac, d'alcoolisme, de dépression, le fait d'avoir une intervention suite à un cancer, maladie d'Alzheimer et autres, diabète et j'en passe, sont tous des éléments évidemment qui vont avoir un impact sur la réactivité sexuelle, en tout cas la sexualité. Je bois un coup. Vous voyez ici quelques statistiques concernant la pratique sexuelle des femmes et des hommes 80 à 102 ans. C'est une étude qui n'est pas encore trop vieille. On a questionné des hommes et des femmes, pas nécessairement en maison de repos, hein.
tout venant, 80 à 102 ans. Je vous demande de réfléchir en termes de fantasmes chez les hommes et chez les femmes. Est-ce que vous imaginez qu'il y a plus de fantasmes chez les hommes que chez les femmes? On est juste dans l'imaginaire, hein, on a interrogé, 80 à 102 ans, est-ce que vous avez encore des fantasmes, un imaginaire, des désirs, etc. Qu'est-ce que vous imaginez? Plus d'hommes, plus de femmes? Ou équilibré, hein. Kiff. Ça dépend du fantasme, peut-être. Oh là, ils ont fait large, tout est possible. Voilà. Je dirais qu'il y a plus de femmes que d'hommes à cet âge-là. Ah bah oui. Aussi, ils ont essayé quand même d'avoir un panel quand même pour avoir un échantillon suffisamment fiable. Bah, on va le faire tout simple, hein. 88% des hommes pour 71% des femmes entre 80 et 102 ans éprouvent entre... Mais oui, c'est pas un rapport 60-40, hein, c'est vraiment 100% chez chaque. Caresse et sensualité, aiment recevoir des caresses et donnent une place à la sensualité. Chez les hommes, 82%, 64% chez les femmes. Attention qu'il y a toujours le chiffre noir, hein, c'est-à-dire dans le sens où il y a peut-être soit des hommes qui ont fait un peu les showmen, hein, qui ont fait les kings et qui ont dit ouais, on fait les choses, etc. On retrouve déjà ça chez les jeunes dans les animations. On peut imaginer que chez les aînés ça se poursuit aussi. Et aussi une image aussi des femmes qui parfois n'osent pas. Hein, qu'est-ce que ça va être si je dis que je masturbe, que j'ai des fantasmes, etc. Comment vais-je être perçu? Donc c'est peut-être pour ça que il y a 69 ans. La masturbation au moins une fois, c'est au moins une fois par mois. 72% chez les hommes, 40% chez les femmes. Et le plus intéressant, j'ai envie de dire, en termes de rapport sexuel avec pénétration, au moins une fois par mois. Très intéressant chez les hommes, 63% des 80-102 ans, pour 30% chez les femmes. Alors vous allez dire, mais ils le font, les hommes ils font avec qui? Souvent les hommes plus âgés ont des relations sexuelles avec des femmes plus jeunes qu'eux. Et il faut savoir aussi, là si on prend l'exemple des maisons de repos, il y a en effet beaucoup plus de femmes que d'hommes dans les maisons de repos. Et donc évidemment ça rend parfois les chiffres probablement un peu bancals parce que ces femmes-là, pour certaines raisons, n'ont pas la possibilité, comme je disais tout à l'heure, les hommes sont tels... Une dame de 86 ans me disait « Ils sont tellement camossés ici qu'on ne sait plus rien faire avec. Pourtant j'ai envie, hein, mais ici il n'y a rien du tout. Il n'y a rien à mettre sous la dent, j'adorais cette expression. » Par contre, ce qui est intéressant, et c'est peut-être le chiffre le plus intéressant, c'est que dans les maisons de repos, il y a une étude qui a été faite. Vous retenez le dernier chiffre chez les hommes, rapport sexuel, 63% au moins une fois par mois un rapport sexuel avec pénétration. Quand vous rentrez dans une maison de repos, ce chiffre passe à 8%. 8% des hommes ont une relation sexuelle au moins une fois par mois. De nouveau, c'est un chiffre, ce n'est que 8%, mais 63,8%, il y a quand même une belle différence. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose à réfléchir, à questionner autour de la place qu'il est donnée à cette sexualité chez les aînés en maison de repos. Cette belle phrase de Geluck qui dit « Être vieux, c'est être jeune depuis plus longtemps que les autres ». J'aime beaucoup cette phrase. Donc, si je reviens à la maison de repos, on peut constater qu'il y a beaucoup de freins, généralement. Il y a beaucoup de choses qui se font. Pour avoir vu, celle qui m'a le plus impressionné, c'était une maison, il faut aller loin, c'était à La Roche-en-Ardenne, où on a été appelé pour donner une conférence, où La Roche-en-Ardenne, ils ont une ouverture à la sexualité incroyable. Pourtant, on pourrait dire, un bled tout paumé en plein milieu des bois, etc. Non, pas du tout. Par contre, l'inverse, hein, des structures beaucoup plus ancrées en ville, etc., ont parfois des fermetures. Il y a des maisons de repos qui nous ont dit, non, on ne veut pas de vous parce que, accrochez-vous bien, c'est joli, parce que vous risquez de susciter des choses, et ça risque de nous mettre très mal à l'aise après pour devoir gérer ça après. Et ça, vous l'avez aussi, Madame Bloch, on va le dire aussi, quand vous allez dans les écoles et qu'on dit ben, on ne sait pas si c'est bien que vous veniez parler de la sexualité parce qu'après, ils vont peut-être avoir envie, comme s'il fallait le planning familial pour avoir envie. Hein. Oui, ou alors venez le vendredi après-midi, comme ça, si vous les excitez, ça ne sera pas pour nous à l'école. Oui, exactement ça. Et le mieux que j'ai eu, je vous laisse, c'est pas très utile, mais le mieux que j'ai eu en animation, c'était une école dans le Namurois, je ne citerai pas, une école, ceci dit, très catholique. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi, et je n'ai rien contre les catholiques du tout, mais qui a dit, je vous jure que c'est vrai, ça date il y a 5 ans de ça. Nous souhaiterions que vous veniez pour nos adolescents faire une animation sur le sida, mais accrochez-vous, je vous jure que c'est vrai.
mais nous vous demandons de ne pas parler de sexualité. Parler du sida sans parler de sexualité. J'ai dit, je suis désolé, je ne serai pas venir parce que je ne sais pas faire ça non plus. Je ne sais pas. Et le préservatif, on peut, il vaudrait peut-être mieux éviter si c'est possible. On verra avec le PMS. Vous avez saisi un peu. Les freins sont simples. Les représentations sociales que l'on a de la sexualité. Si on a une représentation de la sexualité qui est considérée comme la sexualité chez les aînés, c'est sale, c'est cochon, ils pensent qu'à ça. Oh les vicieux, oh le vicieux de la chambre 337. Si on a des représentations comme ça, évidemment que nos représentations vont impacter, influencer sur la manière dont les personnes vont vivre et ressentir leur sexualité. Si on sent dans un personnel soignant qu'on n'est pas à l'aise ou qu'il ne faut pas parler, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, du coup, on n'en parle pas, on ne dérange pas. On ne va pas trop amener ces questions-là. À partir du moment où c'est plus ouvert, je dis toujours à ma collègue et chez les directeurs de maisons de repos, quand on va dans une maison de repos, la première chose que je demande, c'est quand on fait une formation pour le personnel, je demande qu'on fasse des affiches, des grandes affiches, avec des caractères gras en grand, où je demande qu'on mette formation pour le personnel, vie relationnelle, affective et sexuelle, quelle est la sexualité, le désir de... Pourquoi? Pour montrer qu'on en parle, qu'on peut en parler, et c'était génial, parce que moi, quand c'est comme ça, je m'assieds dans un coin et je regarde les habitants, et ces aînés regardent, et alors ils se regardent, et puis ils disent « Oh, vous avez vu Ginette, on va parler de nous, on va parler de la sexualité. Oh, mais moi j'ai vu ça. Vous avez vu ça, vous? Ah, mais moi aussi, hein, bon, parfois, surtout avec monsieur. » Et je vous jure que c'est vrai. Et donc, il se vit des choses, il se passe des choses, et pouvoir parler et dire qu'on est ouvert à ces questions-là libère beaucoup de choses. La manière dont on organise la vie quotidienne dans une maison de repos, évidemment, elle va jouer aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on entre 50 fois dans une pièce, quand on frappe et qu'on entre, pas qu'on frappe et qu'on attend, non, on frappe et on entre, et puis on dit « Oh mon Dieu, mais Ginette fait une fellation à Robert, c'est pas logique ça !» Mais si, c'est logique. Moi, si je suis chez moi avec ma femme et qu'à un moment vous sonnez mais vous ouvrez la porte, désolé, vous tombez sous ce que vous tombez. Après, vous êtes mal à l'aise, il faut appeler le planning pour venir faire une animation, d'accord, mais il y a aussi des bases peut-être à réfléchir ensemble. Donc, la manière d'organiser, la question de l'intimité, la place de l'intimité, tout ça joue. Le fait que le personnel soignant, je l'ai dit tout à l'heure, dans les représentations sociales, se retire et se sent mal à l'aise, ça ne veut pas dire qu'on doit tous se sentir à l'aise par rapport à la sexualité, pas du tout. On peut être pas à l'aise par rapport à ça, mais ne pas être à l'aise ne veut pas dire qu'on doit dénaturer la sexualité, peut-être renvoyer vers un ou une collègue référent par rapport à ces questions-là, mais en tout cas, veiller à ce que l'on dit. Hier, je le disais encore, et je le répéterai peut-être jusqu'à ma mort, j'espère, un jour, on est dans un groupe d'infirmières, elles sont 20, ce sont que des femmes. Et il y a une infirmière qui dit « Moi, il y a une chose que je n'accepte pas. » Et je lui dis comme ça, que je n'accepte pas. Cette dame, elle doit avoir 40 ans. Il y a une chose que je n'accepte pas dans une maison de repos. Je vais le faire avec madame, si vous me permettez. Par exemple, elle dit ça. Un homme qui met son bras autour de l'épaule d'une femme dans un lieu commun, elle ne l'autorise pas. Que fait-elle? Elle prend la main du monsieur et elle dit « Ça ne se fait pas, monsieur, pas devant tout le monde. » Posez-vous la question de quel message vous faites passer, parce que pour elle, qu'est-ce que vous faites parler en termes de violence et de représentation du droit à? Ah oui, mais alors madame va être jalouse là-bas, et puis monsieur va être jaloux là-bas. Alors, que monsieur soit jaloux, c'est à la limite son problème. Je suis un peu brut de décoffrage en vous disant ça, mais voilà. Mais qu'est-ce que l'on fait passer dans nos attitudes? Quand un monsieur est en érection, hier encore, quand un monsieur est en érection et que la dame hier me dit « Ah mais moi quand c'est comme ça, je fais la pichenette. Je fais un petit coup sur le gland comme ça, cloc, comme ça. » Revenez dans ma chambre dans plusieurs années, me faire une pichenette. Parce qu'au moment du soin, j'ai une érection et que je n'ai pas commandé avec un bouton ici sur le côté mon érection, allez me faire une pichenette, ça n'ira pas. C'est dévalorisant, c'est avilissant, ça réduit l'autre à quoi? À être une espèce de queue sur pattes. Désolé, non. Il y a aussi des choses dont il faut tenir compte. Et voilà. Maintenant, un monsieur qui se masturbe pendant la toilette, et où là, ça, en effet, on recadre, on met des mots, on en parle, c'est autre chose. Il y a des limites, voilà. Le fait que les aînés se retirent de la sexualité aussi
ça c'est plus mon âge. Regardez toutes ces émissions où, ça m'énerve chaque fois, prenez un Nagui ou tout cela, on invite une personne âgée dans une émission et on lui demande toujours, qu'est-ce que vous en pensez de la sexualité? Est-ce que vous, moi c'est fini, hein, c'est la machine est cassée, etc. C'est pas vrai, la machine n'est pas cassée, elle n'est absolument pas cassée. Monsieur Bigneron, qui est, je dirais, directeur de la résidence des Riez, c'est ça. Il nous a raconté, et je trouvais ça très, très, très chouette. Il dit un jour, il va avec un de ses habitants dans une émission qui était sans chichi à l'époque. La personne, la dame lui demande, et vous, monsieur, est-ce que vous avez encore des envies, des désirs, de sexualité? Il dit, oh non, moi c'est fini. Et ce directeur, au moment de la pause, qui te donne un coup, dit, mais Robert, mais pourquoi tu dis ça? Tu as une amie et tu vis des choses. Tu vis des choses, etc. Pourquoi est-ce que certains s'empêchent ou se censurent? Et voilà. Je ne reviens pas là-dessus. La censure de la part des familles, évidemment, peut être un des freins aussi. Et pourtant, la sexualité, il me reste 5 minutes. 5 minutes, c'est parfait, je peux le faire. Apport positif pour tout le monde. Tous ceux qui sont ici et tous les autres. Apport positif, j'insiste, de l'aspect relationnel, affectif et sexuel. Ça comble la solitude. Ça permet de renforcer son image de soi. Ça permet de se sentir bien. Ça permet de se sentir désiré et désirant. Ça nous permet d'être de meilleure humeur. On imagine moins de risques de dépression. Ça, c'est une dame qui un jour nous a dit, une dame de 82 ans, qui a dit « Depuis que j'ai rencontré quelqu'un dans cette maison de repos, je me sens vivante. J'ai moins de migraines, j'ai moins de douleurs. J'améliore ma qualité de sommeil. J'ai envie d'aller vers les autres. J'ai une socialité. » Alors, ce n'est pas juste pour l'aspect sexuel. Hein, parce que sinon, on peut se dire « Ah ben oui, s'il y a plus de sexualité, on va vers les autres. » Non, ce n'est pas cette idée-là. C'est l'idée de l'aspect relationnel aussi. Pourquoi sexuel aussi, pourquoi pas. Et 3 petits points pour dire qu'il y a évidemment d'autres aspects qu'on peut imaginer positifs. Cette phrase de Gilles Trudel, moi j'adore, enfin, elle est très simple, hein, qui dit à partir du moment où on donne une place à la sexualité, on améliore le bien-être physique et psychologique qui, de manière indirecte, réduit les problèmes de santé physique et psychologique. J'en suis persuadé. Dans ma pratique de psy et de sexologue, je remarque très fort qu'entre, comme dirait ce chanteur, grand corps malade, c'est un peu grossier, désolé, c'est pas grave, entre la tête et les couilles, il y a une autoroute. Et pour moi, il y a une autoroute entre les deux. Un patient vient me parler de ce qui se passe en bas de l'autoroute. Et bien souvent, je fais un lien avec le haut de l'autoroute. Et il y a des choses qui se jouent entre les deux. Si vous arrivez à jouer sur le psy, à vous sentir mieux dans votre tête, vous améliorez ce qui se passe en bas. Et l'inverse est valable aussi quand vous améliorez un tout petit peu votre sexualité, alors qu'elle est parfois un peu difficile ou problématique, vous améliorez d'un point de vue psy aussi. Et vous devenez comme ce charmant jeune homme sur sa mobilette. Et donc, 2 minutes 35 encore, il est important de souligner que la modification, non je vais le faire simple, c'est pas parce que notre sexualité, on vieillit, que automatiquement on n'a plus de besoin et nous n'avons plus de potentiel. Bien sûr qu'il y en a encore, les statistiques l'évoquaient tout à l'heure. La seule chose qu'il faut être capable de faire, c'est d'adapter le comportement érotique au changement physiologique, tout en tenant compte de l'évolution psychologique qui est liée à l'âge. L'amour, c'est se soutenir, c'est soutenir l'autre malgré les ravages du temps. C'est pas nécessairement très fin, mais en tout cas, je suis certain que vous vous en souviendrez. Ça, je n'en parlerai pas parce qu'on n'a pas le temps, donc je vais le passer. Il y a évidemment tout l'aspect couple hein, qu'on peut imaginer, l'aspect familial aussi, mais je vous le donnerai dans les notes quand même, comme ça vous aurez les infos. La seule chose que je voudrais dire pour terminer, et je fais même des conclusions par le public habituellement et pas par moi, mais bon là j'ai pas le choix, je vais faire comme ça. Conclusion, la sexualité ça fait partie intégrante de notre personne. Elle ne disparaît qu'avec la mort. Quand on est né, on a une sexualité, on meurt avec notre sexualité. Et j'espère qu'après notre mort, il y a quelque part encore une place pour cette sexualité, qu'elle soit spirituelle ou physique, dans l'au-delà. J'espère bien. Elle est source de bien-être physique et psychologique. Elle participe au maintien de l'estime de soi. J'ai bientôt fini.
Le vieillissement n'est pas un obstacle à l'épanouissement sexuel, mais nécessite une adaptation, ce que j'ai dit il y a 2 minutes, tant pour le résident, tant pour l'habitant dans une maison de repos que pour le personnel. Les personnes âgées en maison de repos ont des besoins affectifs et sexuels reconnus qui nécessitent une prise de conscience et une ouverture d'esprit. On ne nie pas la sexualité. Je trouve ça terrible d'en arriver aujourd'hui à devoir à prendre 4 heures pour donner des formations chez des professionnels ou à devoir venir ici pour parler de la sexualité des aînés, alors que la sexualité des adolescents, on se pose des questions, mais probablement beaucoup moins. Comme si c'était normal, les aînés, ça c'est un petit peu dérangeant. Ça me pose toujours question. Enfin, je continuerai à le faire parce que pour moi ça a du sens. Il faut pouvoir dépasser des barrières individuelles et institutionnelles, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir avoir des stratégies d'équipe, il faut pouvoir en réfléchir en groupe, il faut pouvoir essayer d'évoquer des solutions face à des problématiques que l'on rencontre, et donc ça c'est quelque chose qui pour nous être important. Il est important de reconnaître et faire valoir les droits, répondre aux attentes affectives, parce que je vous assure, et vous le savez, ils en ont, ils ne vous le disent pas, mais ils en ont, des demandes affectives et sexuelles des personnes âgées, et il faut pouvoir le faire ici et maintenant, et pas faire comme un jour j'ai eu, et j'ai trouvé ça dégueulasse, je le dis devant la caméra, où un jour une dame, elle avait un compagnon, elle avait des douleurs lors du rapport sexuel, elle est allée trouver une infirmière en disant « Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça se passe mieux avec mon mari ?» Peut-être que tout le monde autour de la table se dit « Prescrire un lubrifiant ?» Personne n'a eu l'idée parce qu'on ne savait pas si on pouvait acheter ça dans la pharmacie, etc. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous jure que c'est vrai. Monsieur est mort avant qu'on ait trouvé une solution. C'est pas de ça, je vous rassure. Mais il est mort parce qu'on n'a jamais trouvé, parce que dans l'équipe, il a fallu faire 1000 réunions, alors qu'un tube de lubrifiant, c'est peut-être pas si compliqué que ça à trouver. Et cette dernière phrase, et je termine là-dessus, ça c'est une phrase de ma collègue et moi-même. Un jour, on a dit « S'arrêter et réfléchir aux questions relatives à la vie relationnelle, affective et sexuelle des personnes âgées, c'est garantir qu'une maison de repos demeure pour très longtemps une maison de vie. On s'y repose, oui, mais on y vit. » Moi, j'ai pas envie d'aller un jour, et c'est pour ça que je pense que je travaille dans ce domaine-là. Moi, j'ai envie d'une maison de repos dans laquelle je peux m'envoyer en l'air, je peux prendre les gens dans mes bras, respectueusement, évidemment, et pas en tenant compte du respect du personnel et des personnes qui m'entourent, mais je veux que cet endroit reste une maison de vie. Et donc, voilà ce que j'ai envie de vous dire, et là, c'est le côté merchandising du planning familial. Je viens aussi ici pour vous dire que depuis 5 ans, on va partout et on va loin. Il y a une semaine, on était à Tournai, parce que pour nous, c'est important d'aller former des gens, parler de ça, principalement de ça, de rencontrer des équipes, des directeurs, de participer à Envie d'amour pour pouvoir montrer qu'on est là. Et donc, vous avez trouvé certains des petits flyers là-bas au fond. Ça, c'est une manière de repartir, soit dans vos équipes ou pour vous-même, avec des pistes aussi de ce qui peut être fait. Parce que le chemin, il est en cours, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Je vous remercie tous, à toutes et tous, de votre attention. Je vous propose